Hier, tôt dans la matinée, le ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime publiait un communiqué plutôt menaçant vers l'Union européenne sur un ton ferme et presque jamais vu auparavant. Le texte officiel rappelle que les deux parties, je cite, sont liées par un accord agricole dont l'application est effective sur le territoire du Royaume du Maroc et que la Commission européenne ainsi que le Conseil européen ont la responsabilité de neutraliser les tentatives de perturbation par des positions et un discours clair et cohérent avec des décisions que ces instances ont elles-mêmes portées et adoptées. Autrement dit, l'alternative est claire. Selon le communiqué, l'intérêt du Maroc pourrait se détourner au profit d'une accélération de partenariats initiés dans des pays et régions diverses, notamment la Russie, la Chine, l'Inde, le Japon, les pays du Golfe, ainsi qu'auprès de nos voisins africains. Selon nos confrères de Tel Quel, la publication de ce communiqué a lieu alors qu'un représentant de la diplomatie marocaine est attendu cette semaine à Bruxelles pour des négociations relatives à l'applicabilité des accords agricoles. Alors, Mohamed El-Khouel, est-ce qu'il fallait hausser le ton avec les Européens ? Si oui, pourquoi ? Et surtout, quelle va être la réaction européenne, sachant que le Maroc menace donc, on l'a dit, carrément de suspendre cet accord agricole ? Il faut revenir aux fondamentaux. Un contrat a été signé. Un contrat prévoyant des engagements de part et d'autre, donc des droits et des obligations pour le Maroc d'un côté et l'Union européenne de l'autre. La situation maintenant est de savoir, on sait qu'il y a eu un recours, la Cour de justice s'est prononcée, donc le litige est maintenant purgé. Donc il s'agit de vérifier si l'Union européenne et le Maroc respectent leurs engagements dans le cadre de ce contrat. Il semblerait que selon le ministre de l'Agriculture du Royaume du Maroc, que les obligations prises et les engagements pris par l'Union européenne ne sont pas respectés. Et donc le Maroc demande le respect de ces engagements, ce qui me semble tout à fait normal. Un contrat engage ceux qui l'ont signé, et donc on doit pouvoir le faire exécuter et le faire respecter. Donc ça me semble tout à fait important, et le rappeler. Il n'y a rien de particulièrement agressif ou offensif de simplement rappeler à son co-contractant qu'on attend de lui qu'il respecte les engagements qu'il a pris. Ça, c'est une chose. Après, ce qui, moi, me paraît un peu excessif, c'est de lier ça à d'autres thématiques, la coopération en matière de terrorisme ou en matière d'immigration, etc. Il me semble qu'on est dans le cadre d'un accord agricole. Il y a eu un rebondissement lié à cette procédure judiciaire. Elle est maintenant terminée, purgée, donc on doit pouvoir avancer. Et je crois que c'est ce que le ministère de l'Agriculture rappelle. Donc en cela, je pense que c'est tout à fait légitime et normal. Après, à ce niveau-là, je ne suis pas persuadé qu'il soit nécessaire d'entrer sur d'autres débats. Si on constate que l'Union européenne ne souhaite pas respecter les termes de l'accord, là, effectivement, il va falloir prendre un certain nombre de mesures. Et dans ces accords-là, en général, on prévoit des mécanismes de résolution des conflits, on prévoit des mécanismes à mettre en œuvre s'il y a un blocage quelconque. Donc le choix qui a été fait, après, et c'est ce que je comprends de la déclaration du ministre, le choix qui a été fait, c'est de ne pas porter le débat sur un terrain juridique et sur celui des engagements de prix, de le porter sur un terrain politique, en disant, en gros, si vous ne respectez pas cet accord-là, on considérera que votre parole finalement, ou votre signature d'ailleurs, puisqu'il y a un engagement écrit, votre signature ne vaut pas grand-chose, et donc on en tirera toutes les conséquences à tous les points de vue, en matière de coopération plus générale, en matière de relations de voisinage, et ça devrait nous inciter même, et ça pourra même peut-être nous inciter à revoir notre partenariat et à nous orienter vers la Chine, vers la Russie, vers les États-Unis, vers l'Afrique, enfin en tout cas vers d'autres partenaires potentiels. Donc c'est pour ça que je ne connais pas fondamentalement ce qui motive cela, mais peut-être qu'ils l'ont déjà fait, mais il me semblait que dans un premier temps, c'est un débat juridique, il aurait fallu justement s'assurer que cet accord est respecté ou qu'ils entendent le respecter, et ensuite, si ce n'est pas le cas, peut-être une escalade au niveau politique. Là, on a tout sorti d'un coup. On a tout mis sur la table et on va voir comment ça va être géré et quelle réponse apportera l'Union européenne, sachant que, connaissant cette institution, ça va être surtout la technique du matelas. Hein. Ils vont surtout ne pas réagir de manière ferme ou de manière trop véhémente, et qu'on va essayer de calmer les choses le plus possible et d'endormir un peu
la problématique, je pense, et je vois pas d'escalade particulière survenir de ce point de vue-là. Alors, Rachida Chachi, est-ce que, si on allons jusqu'au bout de l'hypothèse, est-ce que le Maroc peut se passer du partenaire européen ? Non, je ne Est-ce crois qu'il a pas. les moyens ? Il le peut en grande partie, mais pas totalement. Alors, je pense qu'il sous-tend cette réaction marocaine, c'est le retour en force du Maroc, notamment la réadhésion à l'Union africaine, qui donne une force au Maroc et qui change les rapports de force avec l'Union européenne. C'est qu'aujourd'hui, le Maroc a des perspectives économiques nouvelles, sachant que l'Union africaine vise à terme à créer un espace économique commun au niveau de toute l'Afrique et une monnaie commune au niveau de toute l'Afrique, à terme, dans un cadre de vaste marché de libre-échange où les termes des échanges sont très proches, où il n'y a pas de grand déséquilibre comme dans les rapports Nord-Sud, qui fait que le Maroc peut se redéployer dans les 20 prochaines années sur des marchés beaucoup plus prometteurs et avec un potentiel beaucoup plus important. Dans les 20 prochaines années. Donc on est dans un nouveau rapport de force. Alors actuellement, le danger principal, c'est que la décision de la Cour de justice, bien qu'elle ait débouté les plaintes du Polisario, crée un précédent juridique. C'est que l'accord s'applique à tout le Maroc, sauf à une région du Maroc. Or, le problème, c'est que comme c'est un précédent juridique, il peut être étendu à d'autres accords entre l'Union européenne et le Maroc, notamment au niveau des énergies renouvelables. Il y a des accords bilatéraux entre l'Union européenne et le Maroc et qui pourraient exclure les régions sud du Maroc, qui sont les régions les plus potentiellement capables d'accueillir ces types de plateformes d'énergie solaire et d'énergie renouvelable. De même, il y a un autre problème, celui des prospections pétrolières. Il y a beaucoup de compagnies américaines qui ne peuvent pas venir, européennes, qui ne peuvent pas venir prospecter au large des côtes du Maroc, au sud du Maroc, du fait qu'ils craignent les accusations et les attaques d'ONG pro-Polisario ou pro-algériennes du fait de leur lobbying. Donc il s'agit de régler le problème à la racine et d'imposer l'un des attributs de la souveraineté, qui est le contrôle territorial intégral du territoire du Maroc dans tous les accords de libre-échange. Et ça implique la renégociation d'autres accords de libre-échange, notamment avec les États-Unis et d'autres accords de partenariat économique où on en a concédé un statut spécial aux régions du sud du Maroc qu'on n'a plus le droit de concéder vu notre nouvelle position de force. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai parlé des 20 prochaines années, il y a d'autres bouleversements qui vont avoir lieu, qui doivent avoir lieu. C'est que si le Maroc s'intègre dans une vaste zone de libre-échange africaine, dans un cadre protégé, mais protégé au niveau continental, il devra obligatoirement se désengager des autres accords de libre-échange qu'il a avec les États-Unis, avec d'autres régions développées. Pour la simple raison, c'est que si on met en place un marché protégé au niveau continental, dans un contexte de libre-échange interne, et que l'un des pays de cet espace-là a des accords de libre-échange avec un pays puissant, comme les États-Unis, cela fera que les produits américains pourront entrer dans ce vaste marché américain sans tarifs douaniers et sans barrières commerciales à travers le Maroc qui a une double appartenance en termes d'accords de libre-échange. Ce qui fera du Maroc une passerelle, ce qui ne pourra pas marcher. C'est le même cas qu'il y a eu avant la crise ukrainienne de 2014, quand l'Ukraine faisait partie d'un accord de marché commun avec la Russie et qu'elle négociait pour adhérer à un marché européen. Alors, la Russie avait menacé d'exclure l'Ukraine de l'espace économique commun parce que son adhésion, sa double adhésion à deux espaces d'échange économique libre-échangiste, fait que les produits européens peuvent sauter la barrière protectionniste russe en passant par l'Ukraine. Donc, ces questions-là doivent être posées. On doit le faire. Alors, on peut commencer par l'Union européenne, vu que la crise est encore chaude, que c'est très récent. Mais à terme, il faudra revoir, premièrement, la question de l'intégrité territoriale dans tous les accords commerciaux de libre-échange. Et deuxièmement, il faudra penser à se redéployer sur d'autres zones où on a des termes d'échange plus favorables, notamment en abandonnant certains accords de libre-échange, comme ceux avec les États-Unis. Alors, Talal Shakir, effectivement, revenons finalement aux exportateurs marocains, puisque ce seront les principaux concernés. Effectivement, s'il y avait une rupture de cet accord entre le Maroc et l'Union européenne, est-ce que là encore, on a mesuré l'impact que ça allait avoir sur les exportateurs marocains, sachant que, souvenez-vous, on avait cru à un moment donné pouvoir remplacer, par exemple, les produits turcs en direction de la Russie, et il n'en a rien été. On nous avait promis, on nous avait dit, voilà, il y a un marché russe, les produits marocains vont remplacer les produits turcs, et ça n'a pas marché. Ça a été, on a eu exactement la même chose aussi avec les États-Unis, où la clémentine ne pouvait pas pénétrer le territoire américain. Oui, à mon sens, la question est beaucoup plus politique qu'économique cette fois-ci, parce que c'est une sévère mise en garde du Maroc. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il n'y a pas plus tard que le 28 janvier,
le Maroc réintègre l'Union africaine, il réintègre finalement une instance où il va devoir travailler justement pour essayer d'éliminer en tout cas cette entité qui n'a pas lieu d'être, qui est la RASD. Et voilà qu'un accord continue justement sur un plan européen, sur un plan mondial, à rappeler que le Maroc effectivement ne doit pas exporter des produits qui proviendraient de certaines régions, etc., notamment au niveau de la pêche et poissons. Donc c'est une remise en question de son territoire et c'est l'occasion doublement de le rappeler. Donc cette question est politique et c'est le moment le plus important finalement de cette histoire de retour au niveau de l'Union africaine pour dire aux Européens, maintenant la légitimité est là, en plus c'est un point légal. La Cour d'appel, c'est un arrêt de la Cour d'appel, c'est pas n'importe quelle instance, elle est quand même européenne. Enfin cette instance est européenne, donc les Européens sont tenus à respecter l'arrêt. Le jugement a été débouté, mais l'arrêt effectivement lui est confirmé, validé. Donc il s'agit surtout d'une question politique. Alors après, bien sûr, il me semble que la question économique vient après. Vous savez, justement, lorsque je me souviens l'un des discours de Sa Majesté, il avait bien rappelé que les questions économiques pourraient venir après les questions politiques. Je me rappelle très bien, il l'avait dit parce qu'il y avait justement ce début de froid avec l'Union européenne. Et à mon sens, c'est vrai que pour l'instant, mais là, le manque à gagner serait énorme. Oui, le manque à gagner est important. J'en conviens. On n'a pas remplacé du tout la Turquie. Pour l'instant, le rapport avec l'Union européenne, c'est quand même presque 45% de nos exportations. C'est un manque à gagner terrible. J'imagine que ce matin, les exportateurs sont sur un point d'interrogation, notamment la Comader qui s'interroge véritablement sur l'ampleur. Oui, la Comader qui a parlé qui allait aussi très loin en disant que l'accord agricole Maroc-UE est la cible de machination. Oui, voilà. Donc c'est finalement des complications qu'on met en place parce que les produits arrivent aux portes de l'Union européenne, ils sont refusés. Donc après, il faut voir quel agent refuse à appliquer en tout cas l'accord et surtout la validation de l'arrêt. Donc aujourd'hui, dire facilement qu'on va tourner la page de l'Union européenne, c'est quand même un petit peu trop prétentieux. Bien sûr, regarder l'Afrique, c'est ambitieux, mais c'est pas pour demain parce qu'il faut mettre en place ces accords. C'est vrai qu'on en a signé un certain nombre, mais il faut la praticité, il faut aussi tourner, il faut pas oublier qu'il y a des questions de transport. La majorité de nos produits vont par voie maritime. Maintenant, l'Afrique, pour entrer en Afrique, c'est pas le bateau, c'est certainement des voies soit aériennes, soit des voies éventuellement terrestres, avec la difficulté que l'on connaît au niveau de la sécurité par rapport à toutes ces zones du Sahel. Donc attention, c'est pas si facile parce que en ce moment, on conjugue l'Afrique à tous les temps. À chaque fois qu'il y a un problème, on dit que c'est l'Afrique. Ben, tant mieux que ce soit l'Afrique, mais attention, il faut quand même réfléchir parce que l'Union européenne est dotée de moyens de transport, d'infrastructures, ça facilite les choses. Nos produits arrivent en bateau au niveau de Sète, de Marseille, de certains ports européens et effectivement, ils sont acheminés. C'est un mécanisme qui est rodé. Donc aujourd'hui, si on veut faire une transition, bien sûr, jamais, à aucun moment, on ne fera passer les questions économiques sur les questions de notre intégrité territoriale, bien entendu. Mais il faut réfléchir à la question et se dire, attention, c'est pas pour demain et probablement le manque à gagner par rapport aux exportateurs marocains, il est important parce que justement, ni la Turquie, ni la Russie n'ont remplacé véritablement et concrètement l'Union européenne. Même l'accord de pêche qui a vu la Russie arriver avec 13 bateaux, 13 bateaux de pêche, pour remplacer à un moment donné l'Union européenne, n'ont pas donné une grande satisfaction. Il y avait quand même un manque à gagner. Donc il faut réfléchir les choses. Bien sûr, pas aux dépens de notre intégrité territoriale, mais attention, faut pas qu'on évite nous-mêmes de tomber dans la facilité en disant l'Afrique à chaque fois. Je vous le dis, concrètement parlant, l'Afrique est difficile d'accès sur un plan terrestre parce qu'il y a des problèmes de sécurité, Boko Haram, AQMI, tout le Niger. Le Paris-Dakar, il a été enlevé depuis 10 ans maintenant à cause de ça. Donc attention, ça va arriver par avion et ça va être coûteux. Est-ce que les pays africains sont capables de payer? Donc il y a plein de questions qui se posent. On se positionne pas en tant que pays qui va exporter vers une Union européenne effectivement qui est solvable. On se dirige vers une zone où il y a peut-être des questions de solvabilité aussi. Donc concrètement, en tant qu'exportateur, il y a des questions à poser. Et là, à mon sens, je trouve que l'Union européenne, qui ne compte aucun pays qui reconnaît cette entité, aucun, je le répète, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, si c'est pas une question politique, on bloque de la marchandise, alors que c'est uniquement une question économique. Machination, certainement. Conflit d'intérêts, peut-être. Probablement machination de la part de qui ? Vous savez, il y a un gros souci, c'est que l'Union européenne possède une institution qu'on appelle la PAC, la politique agricole commune, qui dit qu'il y a une préférence communautaire des produits justement européens. Et le Maroc a toujours eu ce bras de fer avec la PAC. C'est la France qui l'a défendu. À chaque fois, c'est la France qui défendait cette position avec un petit peu l'Espagne, mais d'autres pays ne voulaient pas de ces produits-là. Et l'Espagne, à un moment donné, quand elle a connu sa révolution agricole, quelque part entre guillemets, grâce aux dons et aux efforts européens, les produits marocains n'étaient pas les bienvenus. Souvenez-vous la crise de
de la mandarine, des sardines à un moment donné qu'on détruisait aux portes de l'Espagne. C'est à cause de ça. Parce que nos produits ça se fait encore avec l'huile d'olive. Voilà, exactement. Ça se fait encore avec l'huile d'olive à l'heure actuelle. C'est une rivalité. Quand l'huile d'olive marocaine dépasse les frontières et transite par l'Espagne, on détruit l'huile d'olive marocaine. C'est une rivalité commerciale parfaitement mercantile. À mon sens, il n'y a pas de raison politique profonde, à moins que l'Union européenne ne veuille le dire. Mais la question, c'est une question d'acheminement de marchandises, de PAC, de tout simplement d'agriculteurs, tout simplement effectivement espagnols essentiellement, qui voient leurs produits moins compétitifs que les produits qui viendraient du Maroc. Mélanie Freixili. Oui. Alors, il faudrait se souvenir que le Maroc, même s'il a réintégré l'Union africaine sans revendication particulière pour le moment vis-à-vis de la RASD, a, par rapport à l'Union européenne, une position extrêmement ferme depuis très longtemps. Rappelez-vous que les accords de pêche avaient été suspendus suite au fait que l'Irlande voulait déjà exclure la zone du Sahara marocain. Et ils avaient été suspendus du jour au lendemain. Les bateaux avaient été raccompagnés en dehors des eaux territoriales du jour au lendemain. Ça avait provoqué une crise économique pour l'Espagne, notamment, qui avait été quand même relativement importante. On a, au sein de l'Union européenne, des pays qui sont hostiles à la position marocaine sur cette question du Sahara, notamment l'Irlande. En l'occurrence, il y a eu un certain nombre de tentatives, notamment le Parlement en 2013 en 2012 s'était posé la question de savoir si à la suite du pouvoir législatif suédois, ils allaient reconnaître la RASD. C'est quand même quelque chose d'intéressant. En novembre dernier, Mary Robinson avait souhaité une percée dans le règlement du conflit du Sahara rapide. Donc, d'une manière générale, il y a des pressions sur cette question du Sahara marocain au niveau de l'Union européenne et en particulier d'un certain nombre de pays qui sont hostiles à la position marocaine. Or, le Maroc a, par rapport à l'Occident et en particulier par rapport à l'Union européenne, une position extrêmement ferme depuis au moins 2012, moment où son discours change par ailleurs considérablement. Le ton de son discours change par rapport à ce qui est considéré comme, d'une part, l'Afrique. Le Maroc, à ce moment-là, se tourne vers l'Afrique et d'autre part, vers le colonialisme et l'impérialisme colonial. Et on a une concomitance, si vous voulez, de ces deux éléments-là. Donc le Maroc, là encore une fois, comme à chaque fois, comme ça s'est produit aussi dans le cas du conflit avec la France, parce qu'on a eu aussi à un moment donné un conflit très dur avec la France, le Maroc hausse le ton extrêmement rapidement, très très fermement et escalade très très vite. Puisqu'il dit globalement, si vous respectez pas les termes de l'accord, ça va impacter énormément d'emplois et nous ne serons pas en mesure de réguler les flux migratoires, entre autres. Ce qui est quand même assez direct. Ça, si vous voulez, c'est de la subtilité au bazooka. Donc on est bien dans un contexte de conflit extrêmement dur et très rapidement escaladé du côté marocain dès qu'il s'agit de cette question d'intégrité territoriale vis-à-vis de l'Union européenne. Alors, est-ce que ça a des impacts économiques ? Quand les accords de pêche ont été rompus du jour au lendemain, tout le monde s'en est inquiété. Quand le Maroc s'est retrouvé avec un conflit très ouvert avec la France, tout le monde s'en est inquiété. Et mine de rien, le Maroc a à chaque fois, malgré tout, imposé sa position. Pourquoi ? Non pas sans y perdre quelques plumes d'ailleurs, mais pourquoi ? Parce que quelque part, on a le sentiment que du côté de l'Union européenne, quand le Maroc prend cette posture-là, il y a une espèce de flottement, comme si on ne s'y attendait pas, comme si c'était surprenant qu'il y ait cela, parce que c'est économiquement évidemment contre-intuitif, parce que c'est politiquement abasourdissant finalement qu'un pays comme le Maroc puisse s'opposer à une union de pays comme l'Europe, parce que il y a quelque chose de l'ordre d'un flottement diplomatique de l'Union européenne qui est un petit peu paralysé, et le Maroc profite de ce flottement-là pour se positionner très très clairement. Ce n'est pas l'intégration à l'Union africaine qui lui donne tout d'un coup ce courage. Ça fait déjà des années que dans la stratégie marocaine, il y a un durcissement par rapport à l'Union européenne et le fait de se tourner vers l'Afrique. Les deux sont dans un contexte de diplomatie politiques, économiques qui sont plus larges, plus vastes et qui ne vont pas, ce ne sont pas des coups pour quelques mois ou quelques temps. Ce sont des coups qui sont largement préparés et pour plus longtemps que cela. Est-ce que la posture du Maroc est dangereuse ou pas ? Bien sûr que la posture du Maroc est dangereuse parce qu'au final, on est quand même en train de dire
à la face d'une union qui est quand même nécessairement puissante parce que c'est une union de pays. Économiquement, ils ne pèsent pas la même chose. Diplomatiquement, ils ne pèsent pas la même chose que le Maroc. Faut être très très clair là-dessus. On est quand même en train de dire, nous existons, nous avons le droit d'exister et vous n'avez pas, au final, à nous imposer vos conditions. Nous vous imposerons les nôtres. C'est quand même une posture qui est risquée. Mais tant que l'Union européenne est dans cette espèce de semi-paralysie, parce que l'Union européenne elle-même se retrouve vous le disiez à l'instant, dans des éléments contradictoires. L'Union européenne a besoin de partenaires comme le Maroc pour la pêche. Ça avait été très frappant pour l'Espagne, par exemple. Et en même temps, il y a évidemment des problèmes entre un marché commun et puis une forme de protectionnisme par rapport à l'extérieur. Donc, il y a ce flottement-là et le Maroc l'exploite diplomatiquement autant qu'il le peut en se positionnant très durement. Il est probable qu'à un moment donné, il y ait une stratégie de réponse de l'Union européenne. Je ne suis pas sûre que ce soit sur ce cas-là, sur ce contexte-là, parce que là, on a sur ce jugement qui a été rendu, la possibilité encore diplomatiquement, effectivement, de se positionner correctement et d'imposer ce bras de fer. Maintenant, effectivement, est-ce que ça coûtera économiquement? Bien sûr. Est-ce que d'un autre côté, la diversification du Maroc par rapport à ses partenaires économiques et diplomatiques est nécessaire? Elle est même absolument indispensable parce qu'on est dans un contexte de retour aux frontières au niveau des échanges économiques et je pense que l'Union européenne aura tendance, dans tous les cas, avec ou pas le Sahara, à se positionner